Des constructions antiques, totalement immergées. Une métropole, autrefois florissante, enfouie sous les eaux. Des cités perdues, gisant dans l'océan depuis des milliers d'années. Il y a des villes englouties dans le monde entier. On en recense plus de 200 rien que dans la Méditerranée. Nous avons devant nous les ruines de l'une des villes immergées dont l'archéologie moderne refuse de reconnaître l'existence. S'agit-il de la preuve de l'existence d'une très ancienne civilisation? L'homme a-t-il pu construire seul de tels édifices? Et sinon, qui a pu l'aider? Et d'où venait cette aide? Il existe plusieurs légendes très explicites qui racontent que quelqu'un a atterri et que le savoir s'est soudainement répandu. On entend beaucoup de légendes parler de lumière venant des profondeurs. On commence à se dire qu'il doit y avoir une sorte de base extraterrestre sous-marine. Des millions de gens dans le monde sont convaincus que les extraterrestres sont descendus sur Terre. Et si c'était vrai? Des extraterrestres ont-ils modelé notre histoire? Y en aurait-il des preuves cachées dans les profondeurs marines? Les océans couvrent plus de 70% de la surface du globe et sont encore largement inexplorés. Pendant des millénaires, l'homme ne pouvait qu'imaginer ce qui se trouvait au fond des mers. Grâce à la technologie moderne, nous en savons un peu plus. De nombreux explorateurs des fonds marins ont fait des découvertes inattendues. Des constructions englouties, défiant les manuels d'histoire actuels. On a découvert des ruines de civilisations dans des régions englouties sous les eaux depuis plus de 10 000 ans. Ça signifie que la civilisation remonte encore plus loin que cette date. Et de plus en plus de chercheurs se font à cette idée. Selon une théorie, le niveau des océans lors de la dernière ère glaciaire était bien plus bas qu'actuellement. Il faut imaginer qu'à l'époque, le nord de l'Europe et de l'Amérique était recouvert par une couche de glace de près de 3 km d'épaisseur, ce qui représente d'énormes quantités d'eau. Nous savons que cette glace s'est mise à fondre il y a 21 000 ans et qu'elle a terminé de fondre il y a 10 000 ans. Il est donc probable que des terres habitées aient été submergées par la montée des eaux. 25 millions de kilomètres carrés de terre ont été inondés à travers le monde. C'est globalement la superficie de l'Europe et de la Chine, effacée de la carte, disparue à jamais. À mon avis, les archéologues ne se penchent pas suffisamment sur l'exploration des fonds marins. Si les fonds océaniques sont restés inexplorés pendant des milliers d'années, les philosophes et les scientifiques se sont de tout temps intéressés à certains mythes, comme celui de l'Atlantide. On dit qu'il y a eu plus de livres écrits sur l'Atlantide que sur n'importe quel autre sujet. Les plus connus sont ceux de Platon, le philosophe grec, qui en parle dans 2 de ses ouvrages, le Timée et le Critias. En 360 avant Jésus-Christ, Platon décrit l'Atlantide comme une cité très avancée, entourée de murailles concentriques, existant depuis déjà 9000 ans. On décrit de gigantesques palais royaux et une flotte de marines de guerre immense, ayant permis de conquérir une grande partie du monde. C'était une civilisation urbaine. Si l'on en croit les écrits de la Grèce antique, Atlantide a toujours été en connexion avec les extraterrestres. Elle a été fondée par Poséidon, le dieu grec.
On peut considérer que Poséidon soit lui-même un extraterrestre. Poséidon, l'un des extraterrestres venus sur Terre, tombe amoureux d'une terrienne. Il lui fait un enfant, Atlas, et lui confie l'Atlantide qu'il vient de créer comme royaume. D'après la légende, c'est après une tentative d'invasion d'Athènes ratée que le cataclysme a eu lieu. Si l'on en croit Platon, l'Atlantide a été détruite en un jour et une nuit. L'île et sa capitale auraient été englouties par un cataclysme terrible. Certaines recherches indiquent que les Atlantes seraient eux-mêmes à l'origine de cette destruction. Platon raconte que l'Atlantide se situait au-delà des piliers d'Hercule. Des études démontrent que cet emplacement serait celui du détroit de Gibraltar. Les anciens ont écrit que pour passer de la Méditerranée à l'océan Atlantique, ils franchissaient les piliers d'Hercule, c'est-à-dire le passage entre l'Espagne et le Maroc. À l'autre bout de l'océan se tient l'archipel des Bahamas, tout près de la Floride. C'est ici, en 1968, que J. Mandon Valentine, archéologue, pense avoir trouvé des vestiges de l'Atlantide lorsqu'il remarque d'étranges formations rocheuses près des côtes de l'île Bimini. Il n'y a que 5 à 6 mètres de fond. On peut donc facilement les voir. Les chercheurs ont d'abord pensé qu'il s'agissait de simples rochers. Mais quelques-uns ont remarqué qu'ils étaient étrangement empilés et alignés, et calés par des cailloux plus petits, et que ça ne pouvait pas être naturel. Ils ont alors compris qu'il s'agissait du quai d'un port. Tout autour de cette île, jusqu'à 100 mètres de fond, on trouve de nombreux vestiges fascinants de complexité. Des vestiges d'une cité avec ses constructions et ses routes, le tout recouvert de corail. Ces ruines seraient-elles celles de l'Atlantide? Si c'est le cas, ces routes mèneraient-elles à d'autres vestiges engloutis? En l'an 2000, une équipe de recherche menée par Paulina Zelitsky, océanographe russo-canadienne, a réalisé une cartographie du fond marin et trouvé une structure géométrique enfouie très profondément, à près de 800 mètres de profondeur. Il était impossible d'aller explorer cette zone en scaphandre. Alors nous avons utilisé un sous-marin télécommandé. Il était équipé de caméras et de bras robots. On le contrôlait depuis le bateau en surface. L'expédition utilise également un sonar destiné à recréer des images de grandes portions de fond océanique et d'objets immergés. J'étais dans la salle de contrôle, à bord du navire, et nous recevions les images du sous-marin. Voici l'une de celles que nous avons vues sur notre écran. Il s'agissait de plusieurs structures, faites de grosses pierres empilées les unes sur les autres. Ce qu'ils ont vu, c'est l'image de vastes structures de pierre, avec des angles à 90 degrés, s'alignant à perte de vue et semblant séparés par ce qui ressemblait manifestement à de larges rues. La mission d'exploration découvre ensuite des blocs de pierre pyramidaux ou circulaires. Le plus grand atteignant 5 mètres de haut et pesant plusieurs tonnes. Ces 30 structures géométriques semblent au total former les vestiges de bâtiments, de rues, de tunnels et de pyramides, toutes enfouies à 670 mètres de profondeur. Il s'agit peut-être de la preuve de l'existence d'une civilisation préhistorique remontant à des dizaines de milliers d'années. Et c'est très enthousiasmant. Un processus de datation basé sur la présence de cendres volcaniques permet d'estimer que ces vestiges ont été engloutis il y a 6000 ans. Ces ruines immergées par 700 mètres de fond pourraient-elles être celles de l'Atlantide, disparue il y a 10 000 ans et dont Platon parlait?
Le mythe de l'Atlantide est souvent relié aux Caraïbes, aux Bahamas et à Cuba en particulier. Platon parlait d'un empire insulaire. Il décrivait certainement un archipel constitué de dizaines d'îles de tailles variées qui s'étendaient probablement bien au-delà de cette région, jusqu'au cœur de l'Atlantique. Les ruines découvertes aux Bahamas et à Cuba se trouvent le long du côté ouest du triangle des Bermudes. Une zone couvrant 1 300 000 km² d'océan, réputée pour être le théâtre de nombreux phénomènes inexpliqués. Y aurait-il un lien entre l'Atlantide et cette région, également surnommée Triangle du Diable? On trouve sous la mer, au niveau de l'un des côtés du triangle des Bermudes, les ruines de la cité préhistorique d'Atlantis. Donc on peut affirmer que l'Atlantide se trouvait dans les Bahamas et pas en Méditerranée. Si les écrits de Platon sont vrais, d'autres récits de la mythologie grecque peuvent expliquer le terrible destin de l'Atlantide. Comme celui d'Astéria. La déesse Titan tombée du ciel est devenue une île. Il existe de nombreux mythes dans la Grèce antique concernant des îles de bronze luisants, tombées du ciel et s'étant posées dans l'eau. Je ne pense pas que l'Atlantide ait été une véritable île au sens géologique du terme. Platon dit qu'elle a disparu en une nuit, avec des flammes et de la fumée. Je ne crois pas qu'elle ait été engloutie. Je pense plutôt qu'elle a décollé. L'Atlantide était alors peut-être une ville extraterrestre, établie à la fin de la période glaciaire. Si c'est le cas, il doit en exister d'autres, elles aussi enfouies sous les océans. Yonaguni est une petite île nichée à l'extrême ouest de l'archipel du Japon. Des chercheurs pensent que ses premiers habitants sont venus de l'Asie du Sud-Est pendant la période préhistorique. En 1987, non loin de là, un organisateur de plongée sous-marine fait une découverte saisissante. Un complexe de formations de pierres gigantesques, gisant par 20 mètres sous la surface de l'océan. Pour certains, c'est l'une des plus grandes découvertes archéologiques marines. Ce qui est intriguant sur le site de Yonaguni, c'est que l'on y trouve des rangées de monuments placés côte à côte. Ça ne peut manifestement qu'être l'œuvre de la main humaine et certainement pas l'action des courants océaniques agissant au hasard. Il y a plusieurs raisons de penser que ce n'est pas une formation naturelle. L'une d'elles est que nous avons trouvé des outils et des pierres gravées sur le site. Cela suffit à nous dire que ça n'a rien de naturel. Enfouie sous 20 à 30 mètres d'eau, la plus grande construction ressemble à une immense pyramide à 5 niveaux, de la taille de 2 terrains de football. On y trouve des pierres taillées, indiscutablement géométriques, avec des angles droits, mais également des passages que l'on peut emprunter et des polygones parfaitement réalisés. À certains endroits, il y a de grandes pierres formant un tunnel rectiligne dans lequel on peut circuler. On voit d'immenses mégalithes placés côte à côte contre une falaise. Et on voit cette sculpture géante d'un visage humain. Il y a cette roche sur laquelle est sculpté un visage humain de 7 mètres de haut. Notre première impression était qu'il ressemblait à celui des Moai de l'île de Pâques. Mais finalement, c'est avec le Sphinx qui garde les pyramides que la ressemblance est la plus frappante. Nous nous sommes demandé quel était le rôle de ce monument.
La configuration générale du site et l'agencement des édifices me font penser qu'il s'agit d'une sorte de temple. Mais le plus grand mystère qui entoure Yonaguni, c'est celui de la date à laquelle il a été englouti. Si l'on en croit les preuves géologiques, ça s'est produit à la fin de l'ère glaciaire. Partout dans le monde, on trouve des édifices engloutis, construits de la main de l'homme. Soit nos ancêtres les ont construits sous l'eau, avec des scaphandres de plongée, ce dont je doute. Soit ils l'ont fait alors que ces régions étaient encore au sec, ce qui remonte à 14 000 ans en arrière minimum. Sauf qu'à cette époque, les archéologues nous assurent que nous étions des chasseurs-cueilleurs vivant dans des grottes. Le site de Yonaguni aurait-il pu être construit par des hommes si primitifs? Y a-t-il des indices permettant d'établir qu'il était habité? Nous avons trouvé des fossiles humains prouvant la présence de l'homme. Mais nous ne savons toujours pas quelle technologie ils ont employée pour réaliser de tels édifices. Ce n'est pas tant la question du travail de la pierre qui pose question, mais celle de la vision globale, à grande échelle de ce complexe. Voilà ce qui me rend perplexe. Nous ne connaissons aucune autre culture datant de l'âge de pierre qui ait pu construire un complexe aussi vaste. Si l'homme n'a pas pu construire seul ces monuments, reste à savoir qui a pu le faire. Ou qui a pu l'aider. Il existe une théorie qui avance que Yonaguni a été construit par des extraterrestres. Techniquement, c'était hors de portée des hommes de l'époque. Les défenseurs de la théorie des anciens astronautes observent un autre élément troublant. La position géographique de Yonaguni. Le complexe se situe dans une région du Pacifique étant le théâtre d'événements étranges. Le triangle du dragon. Il existe au sud du Japon une zone mystérieuse appelée Triangle du Dragon, tout à fait similaire au Triangle des Bermudes. De nombreux avions y ont disparu des radars et beaucoup de navires y ont sombré sans explication. Les autorités japonaises ont d'ailleurs fini par déclarer la zone sinistrée. Interdiction de la traversée. Si jamais vous vous y aventurez, vous risquez d'avoir de gros problèmes. Dans le Japon ancien, et même à une époque plus moderne, on entend souvent parler de la mer Dragon, d'où des objets surgiraient et fileraient à travers les airs. Certaines légendes racontent qu'il s'agirait de monstres ailés, cracheurs de feu. Plus récemment, on a décrit des objets ressemblant plus à des machines. Si l'on compare leur description à celle faite par Christophe Colomb du navire qu'il a vu surgir de l'eau près du triangle des Bermudes, suivi par une forte lumière, on se rend compte qu'il existe de nombreuses similitudes. Dans les deux cas, des appareils mystérieux sont sortis de l'eau, se sont élevés et ont disparu dans le ciel. Y a-t-il une raison pour que ces deux gigantesques complexes se trouvent si près de régions réputées pour leurs phénomènes inexpliqués? Est-ce une coïncidence qu'ils se trouvent tous les deux sur le 25e parallèle nord, passant à travers le triangle des Bermudes et celui du Dragon? Ces deux sites se situent sur la même latitude. Tous deux sont le siège de phénomènes magnétiques faisant perdre le nord aux boussoles et déréglant les appareils électriques. Beaucoup de gens se demandent si des extraterrestres s'y cachent. Si les ovnis existent, on peut supposer qu'ils viennent d'anciennes civilisations super développées. On peut également supposer que les extraterrestres qui les occupent peuvent utiliser le triangle des Bermudes et du Dragon comme base, et qu'elles reviennent régulièrement inspecter les vestiges de la civilisation qu'ils ont connue. Et si les monuments engloutis de Yonaguni et des Bahamas avaient des origines extraterrestres? Dans quel but auraient-ils été construits? Imaginons qu'il s'agisse de plateformes d'atterrissage. Peuvent-elles toujours être exploitées sous l'eau? Existerait-il d'autres indices d'activité extraterrestre dans le Pacifique?
En tant que nation insulaire, il n'est pas étonnant que le Japon se soit construit sur de nombreuses légendes évoquant l'océan. Et même si bon nombre de ces légendes sont aujourd'hui très connues, il en existe qui intéressent les défenseurs de la théorie des anciens astronautes. L'une d'elles remonte à 1803 et prend sa source sur une plage non loin de Tokyo. Un vaisseau assez grand se serait échoué sur la côte japonaise. Un navire étrange, circulaire, a été retrouvé sur la plage. Des gens sont allés voir ce qu'il se passait. Ils ont trouvé à l'intérieur une jeune femme, très belle. Elle ne parlait aucun langage que les habitants ne reconnaissaient. Sur son vaisseau figuraient des inscriptions indéchiffrables. Et elle portait dans ses bras une boîte que personne ne devait toucher. On dit que cette boîte aurait pu contenir la tête tranchée d'un amant. Mais si on observe sa forme, on remarque que cette boîte n'a pas du tout la forme qu'elle devrait avoir. Je ne sais pas du tout ce qu'elle pouvait contenir. C'est un mystère total. Cette légende, connue sous le titre d'Utsurobune, ou vaisseau creux, intrigue les historiens depuis des siècles. D'où ce mystérieux navire arrivait-il? Pouvait-il provenir du complexe immergé de Yonaguni? Qui était cette étrange femme? Et que contenait la boîte qu'elle gardait si jalousement? Était-ce une tête humaine? Ou était-ce, comme les adeptes de la théorie des anciens astronautes le pensent, une sorte de cerveau ou d'intelligence extraterrestre? Et si c'était bien le cas, cette femme serait-elle elle-même un extraterrestre comptant l'offrir au peuple japonais? On a retrouvé 5 illustrations venant de différentes régions du Japon et montrant toutes un appareil ressemblant aux ovnis décrits récemment. Cette légende ressemble à toutes celles qui mentionnent des visiteurs venus de l'espace et voyageant en soucoupe volante. Je crois qu'il s'agit peut-être de la clé pour comprendre les observations d'OVNI actuelles. De nombreuses gravures et statuettes venant du Japon ancien étayent la théorie des anciens astronautes. Elles pourraient représenter des extraterrestres. Voici une statuette Dogu venant du Japon. Même pour le néophyte, il semble évident que ce personnage porte une combinaison, avec un casque et des sortes de lunettes. Au dos, on voit d'étranges boucles, des bandes et des formes circulaires rappelant les combinaisons spatiales actuelles. À mon avis, il est fort probable qu'il s'agisse d'un extraterrestre qui nous aurait rendu visite il y a des milliers d'années. Les archéologues ont catalogué l'existence de plus de 15 000 statuettes Dogu fabriquées au Japon pendant la période Jomon, entre 14 000 et 300 ans avant Jésus-Christ. Serait-il possible, comme l'avancent les défenseurs de la théorie des anciens astronautes, qu'il s'agisse de la représentation primitive d'un scaphandre pressurisé? L'histoire de ces Dogu est très claire et très documentée. Ce qu'ils représentent ne fait aucun doute. Il s'agit d'êtres descendus sur Terre il y a très longtemps et ayant transmis le savoir aux hommes. Toute la culture japonaise, y compris le kimono, la cérémonie du thé, l'utilisation du wasabi et du gingembre pour manger des sushis, l'architecture, le langage écrit, tout ça aurait été transmis par ces visiteurs qu'ils décrivent comme les dieux de l'univers. Ces statuettes représentent des êtres ressemblant à des astronautes. Ils ont une combinaison pressurisée, un casque. Ils ont des outils étranges dans les mains, des outils que l'on ne connaît pas. Il existe un lien entre ces Dogu japonais et des statuettes fabriquées par les Indiens Hopi en Arizona. Cette tribu fabrique depuis la nuit des temps des kachina. Les kachina ressemblent étrangement aux Dogu. Et ce n'est pas tout. Dans le désert du Sahara, nous avons trouvé des peintures rupestres.
Quand on les regarde, on ne peut que se dire qu'il s'agit d'un astronaute. Sans aucun doute. Et si vous comparez ces peintures avec les Kachina des Indiens Hopi et les Dogu japonais, vous avez le lien. Ces mystérieuses figurines seraient-elles la preuve tangible d'un contact extraterrestre avec les Japonais des temps anciens? La légende de l'Utsuro Bune laisse-t-elle entendre qu'ailleurs, il existerait d'autres preuves de la présence extraterrestre sur Terre? La réponse se trouve peut-être au large des côtes de l'Inde. En 2001, des recherches menées par l'Institut océanique du Québec ont mis en évidence des anomalies au fond du golfe de Kambat, à 10 km des côtes. Les chercheurs étaient commissionnés par les autorités indiennes pour faire une étude de la pollution des eaux du golfe de Kambat, au nord-ouest de l'Inde. Ils s'attendaient à trouver un amas de détritus. Mais tout à coup, un sonar a émis des images montrant une structure géométrique. Ces images révèlent un gigantesque réseau de bâtiments à moitié ensevelis dans la vase et s'étendant sur 13 km². Ce qui se trouve dans les profondeurs de ce golfe, ce sont les ruines d'une ville, de 2 villes même. Il s'avère qu'elles se trouvent sur les rives d'un ancien fleuve. Il semblerait qu'elles aient été immergées il y a très longtemps, à une époque où la plupart des archéologues assurent qu'il n'en existait encore aucune. L'exploration du site est rendue difficile par les forts courants et la profondeur de plus de 50 mètres. Mais de nombreux objets en bois et en terre cuite ont pu être remontés. Certaines pièces que nous avons pu ramener du fond ont été datées et remonteraient à 32 000 ans. Selon les océanographes, cette région a été immergée il y a environ 9 000 ans. Il semblerait donc que cette ville ait existé pendant 23 000 ans au minimum. La plupart des archéologues assurent que la civilisation indienne remonte à 4 ou 5 000 ans. Pourtant, les hindous ont toujours dit que leur tradition remontait à des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Ces ruines, gisant au fond du golfe de Kambat, en seraient-elles la preuve? Une autre découverte pourrait confirmer cette hypothèse. À 300 km au nord-ouest, se trouve Dwarka. En réalisant des fouilles sous les fondations de la ville, les archéologues ont découvert des vestiges autrefois immergés. Cette trouvaille les a persuadés d'entreprendre des recherches sous-marines le long de la côte. C'est alors que des mets ont été découvertes par une vingtaine de mètres de fond, ainsi que des rues pavées et les vestiges d'un port. Tout porte à croire que ces ruines sont ce qu'il reste de l'ancienne et légendaire ville de Dwarka. Selon la tradition hindoue, cette ville était le lieu de résidence de Krishna, la divinité hindoue suprême, considérant comme étant à l'origine de toutes les autres. Imaginez ce que ça représenterait pour le monde chrétien que l'on découvre le Saint Graal, ou même l'Arche d'Alliance. Pour les hindous, la découverte de l'ancienne Dwarka est du même ordre. C'était une ville mythique gouvernée par Krishna en personne. Une divinité très importante pour eux, si ce n'est la plus importante de toute la religion hindoue. Certains écrits racontent qu'un roi nommé Shalva a attaqué Dwarka, défiant Krishna. Selon les défenseurs de la théorie des anciens astronautes, la bataille qui s'est tenue relevait d'un film de science-fiction. On trouve dans les anciens textes en sanskrit des récits évoquant un vaisseau spatial qui aurait attaqué la ville en tirant des sortes d'éclairs. Une grande partie de Dwarka aurait été détruite.
Le souverain de la ville, le dieu Krishna, aurait alors riposté en ouvrant le feu sur ce vaisseau. Il a utilisé des armes décrites comme une sorte d'arc et de flèches, grondant comme le tonnerre quand elles étaient lancées, et produisant une lumière aussi forte qu'un rayon de soleil. Le vaisseau se serait alors mis à apparaître à plusieurs endroits simultanément. Il se déplaçait de la façon dont les gens ayant vu des ovnis décrivent leurs mouvements. Il semble donc évident qu'un vaisseau spatial fait de métal a fait l'usage de ses armes contre une ville située sur Terre. La légende raconte que Krishna aurait quitté la Terre et laissé l'océan submerger Dwarka. Pour beaucoup de gens, la description de ces cités dans les textes en sanskrit relevait de la mythologie. Mais quand ces ruines d'une ville engloutie ont été découvertes au large de l'actuel Dwarka, tout a changé. Les gens se sont mis à considérer ces écrits sous un autre jour. Ils ont admis qu'il pouvait très bien s'agir de témoignages historiques. Les habitants de l'Inde ancienne ont-ils été témoins d'une guerre extraterrestre? Si les récits consignés dans ces écrits sont vrais, ce serait la preuve de l'existence de Krishna, un être au pouvoir surnaturel. Les défenseurs de la théorie des anciens astronautes font le lien entre ces ruines englouties et une autre série d'écrits évoquant les Sangams. Les Sangams étaient des assemblées de sages. Il est dit que les deux premiers se sont déroulés sur un continent disparu, Kumari Kandam. Il y a des milliers d'années, ce continent était au-dessus de la surface de la mer. Depuis, il a été recouvert par l'océan. Il est fort probable que ces conseils des sages se fassent en présence de représentants extraterrestres. Les découvertes faites sur le site de l'ancienne ville de Dwarka confirment cette hypothèse. Les interprétations des anciens écrits indiens sont-ils la preuve d'un contact extraterrestre? Si oui, serait-il possible que les dieux hindous soient également des êtres venus d'ailleurs? Un autre indice peut nous aider à trouver la réponse. Cet indice gît au fond d'un lac et les conclusions que l'on peut en tirer sont troublantes. C'est au Pérou, dans la cordillère des Andes, à 3812 mètres d'altitude, que s'étendent les eaux sombres du plan d'eau navigable le plus haut du monde, le lac Titicaca. En août 2000, une équipe de plongeurs et d'archéologues italiens entreprennent une exploration des fonds de ce lac légendaire. Ils découvrent, par 30 mètres de profondeur, les vestiges d'une route pavée, d'une terrasse de pierre et d'un mur de près de 800 mètres de long. Depuis la nuit des temps, les légendes locales parlent d'une cité engloutie, Wanaku. Ces ruines seraient-elles celles de cette ville mystérieuse? Puis, vient une autre découverte troublante. Au fond du lac, une pierre sculptée en forme de tête est trouvée. Cette relique permettrait-elle de comprendre les origines de cette ville? La tête ressemble étrangement à celle que l'on trouve à Tiahuanaco, une ville située à une vingtaine de kilomètres, et considérée par les défenseurs de la théorie des anciens astronautes comme ayant des liens avec les extraterrestres. Quand les Indiens Aymara ont rencontré les premiers conquistadors, ils leur ont raconté que Tiahuanaco avait été créé par des géants. Les Espagnols, impressionnés par les gigantesques mégalithes de la ville, ont cru qu'elle avait été bâtie par le diable en personne.
Si vous regardez de près les pierres mégalithes taillées du site de Tiahuanaco, vous ne pouvez que vous dire que vous avez face à vous les vestiges d'une civilisation correspondant à un passage oublié de l'histoire humaine. Si les vestiges découverts au fond du lac Titicaca sont bien ceux de Huanaco, pourquoi la ville a-t-elle été engloutie? Est-ce à cause d'un tremblement de terre ou d'un cataclysme naturel? Ou bien, est-ce qu'elle a été délibérément immergée, comme le pensent certains chercheurs? Plus on étudie le lac Titicaca, plus il paraît étrange. Les archéologues ne parviennent pas à expliquer comment ces ruines se sont retrouvées sous l'eau, sachant qu'elles ne sont pas si anciennes. Elles datent de 1500 ans environ. La seule explication serait que le niveau du lac est augmenté très rapidement. Dès lors, on se demande s'il ne serait pas possible que les rives et le niveau d'eau du lac aient été modifiés de façon purement artificielle. On trouve dans le Titicaca une espèce d'hippocampe. Or, les hippocampes vivent dans l'eau salée. Comment peut-on en trouver à 3800 mètres d'altitude dans les Andes? La question est, comment l'homme a-t-il pu créer un lac artificiel il y a 1500 ans qui mesurerait 204 km de long par 65 de large? Si vous demandez aux populations locales, comme les Indiens Aymara, ils vous diront que le lac Titicaca existe depuis la nuit des temps. Selon la légende Aymara, le lac est le lieu de la Genèse, l'endroit où tout a commencé, toutes les civilisations de notre continent. Son histoire est très ancienne. Ici, on ne parle pas que de civilisation, mais de l'humanité tout entière. On parle de nos racines et des racines des étoiles. Certains pensent que c'est l'œuvre des extraterrestres. D'autres que les frères de l'espace sont venus nous aider, nous guider, nous apprendre en nous faisant profiter de leur expérience. La légende raconte que les frères de l'espace sont venus sur cette planète et ont vécu avec nous. Ils occupaient une place très importante dans nos vies. Ils étaient très puissants. Est-il possible que la cité perdue de Huanaco ait réellement été construite ou habitée par des extraterrestres vivant aux côtés des Indiens Aymara? La ville aurait alors été immergée volontairement pour être cachée aux yeux du reste du monde. Les anciens parlent souvent d'une ville sous-marine. Ils parlent de lumière ressemblant à des étoiles, apparaissant dans le lac. Quand ces lumières apparaissent, la température de l'eau du lac change. Il existe tant de légendes racontant que des lumières s'agitent dans les profondeurs du lac. Elles vont et viennent à différentes périodes de l'année. On peut se poser la question de l'existence d'une sorte d'ancienne base extraterrestre sous-marine. Après tout, pourquoi ces ruines englouties n'en feraient pas partie? L'ancienne ville de Huanaco aurait-elle été construite avec l'aide des extraterrestres? Et si oui, pourquoi? Dans un but précis? Cette découverte, ainsi que celle de ces autres sites engloutis, serait-elle la réponse formelle à cette question que nous nous posons depuis que le monde est monde? Sommes-nous seuls? Rien n'explique la présence de ces structures sous-marines. C'est comme si elles avaient surgi de nulle part. Ce sont des endroits qui semblent échapper au temps et qui soulèvent des questions dont les réponses pourraient bien éclairer l'histoire de l'humanité sous un autre jour. L'Atlantide, le lac Titicaca, Dwarka. Tous ces sites mystérieux ont toujours été liés aux divinités, à des dieux qui, selon la théorie des anciens astronautes, ne sont autres que des extraterrestres.
Et je suis persuadé que cette théorie sera un jour ou l'autre démontrée.